l'apprenant, moins il y a de théorie, mieux il apprécie l'expérience, quoi. Et donc de plus en plus, la formation, chez Doctolib, elle est dans le faire. Elle est, qu'est-ce que je mets en pratique demain? Qu'est-ce que j'améliore demain? C'est vraiment ce qu'on pousse, du do, donc du faire et toujours apprendre. À chaque formation, chaque fin de formation, en tout cas qui se fait avec un expert, elle se finit à chaque fois par: qu'est-ce que tu vas mettre en place demain? C'est quoi le petit pas que tu vas mettre en place demain, et qu'est-ce que tu as retenu? Les entreprises les plus performantes seraient-elles celles qui bâtissent la capacité d'apprendre plus vite que la concurrence? Je suis Cyril Ijard et avec la société nous avons décidé d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font l'entreprise apprenante. Responsables de la formation, DRH, directrices et directeurs d'universités d'entreprise, experts de la EdTech ou de la pédagogie, nos invités viennent partager leurs expériences, leurs apprentissages et leur vision du monde de la formation professionnelle et du développement des compétences. Au fait, c'est qui nous? Nous, c'est un collectif dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Et c'est grâce à nous que le podcast L'entreprise apprenante existe. Hello, j'ai une super nouvelle à vous partager. Nous, la société éditrice de ce podcast, organise l'Odyssée de l'organisation apprenante. Oui, une odyssée de une journée pour aller à la rencontre des meilleures pratiques, pour comprendre en profondeur la philosophie des organisations apprenantes, pour expérimenter des dynamiques d'intelligence collective et même être immergé dans le monde animal, véritable source d'inspiration pour nos organisations. L'Odyssée de l'organisation apprenante, c'est donc l'événement pour toutes celles et ceux qui souhaitent bâtir le futur des organisations. Cela se passe le 22 novembre 2022 à Paris. Les places sont limitées, donc foncez dans la description de l'épisode pour vous inscrire. Aujourd'hui, je reçois Mathilde Landron, Learning Program Manager chez Doctolib. Issue de l'univers des startups, Mathilde nous explique comment elle s'appuie sur des méthodes de design thinking pour continuellement faire progresser les projets qu'elle mène. Mathilde détaille les chantiers entrepris depuis son arrivée chez Doctolib il y a plus de 2 ans, passant d'un paradigme de formation descendante en bloc à un séquencement des apprentissages. Mathilde insiste également sur un point: chaque formation est accompagnée d'une incitation immédiate à mettre en pratique ces apprentissages avec une mesure associée de l'évolution de cette pratique. Cette méthode qu'elle décrit est une très bonne d'ailleurs pratique pour mesurer l'impact du learning. Avec Mathilde, nous échangeons également sur l'importance de la culture d'entreprise pour développer des dynamiques apprenantes dans les organisations. Et elle nous donne quelques points clés développés chez Doctolib qui vont dans ce sens. Cet épisode est un bel exemple d'une organisation en mouvement où le sens prime et guide la cohérence des actions. Bonne écoute. Bonjour Mathilde. Bonjour Cyril. Mathilde, bienvenue sur le podcast de l'entreprise apprenante. Je suis super heureux de te recevoir parce que aujourd'hui on va parler bien sûr de ton métier, de Doctolib, de culture, d'organisation apprenante et voilà et c'est vraiment bien que je puisse te recevoir puisque tu vas nous dire ce que tu fais chez Doctolib. Mais voilà, aujourd'hui je pense que tout le monde connaît Doctolib et que vous avez une croissance qui est juste affolante, mais que cette croissance elle s'organise. Cette croissance voilà, elle s'accompagne aussi d'une croissance de la formation, de l'apprentissage, du transfert de compétences. Et voilà. Et si c'est une success story à la française, c'est pas par hasard, c'est qu'il y a des hommes et des femmes derrière qui travaillent au quotidien. Et tu en fais partie et tu nous expliquer un petit peu comment tu arrives à faire à pouvoir aider en fait les nouveaux collaborateurs à pouvoir progresser, et puis les collaborateurs qui sont là depuis pas mal de temps à pouvoir aussi progresser et transmettre. Et avant tout ceci, je vais te proposer de te présenter et de nous donner quelques événements clés de ton parcours. Ouais, carrément, merci Cyril. Du coup, je m'appelle Mathilde, je travaille chez Doctolib depuis un peu plus de 2 ans et demi maintenant. Avant ça, j'ai plutôt un passé j'ai étudié en école de commerce et très vite, je me suis retrouvée dans le milieu entrepreneurial, dans le milieu start-up. Puisque j'ai fait pas mal de stages en start-up et ensuite ça m'a permis de rejoindre un accélérateur de start-up et aussi de projets d'innovation qui s'appelle Numa, qui accompagnait à cette époque pas mal de grands groupes dans l'innovation, dans leurs projets d'innovation, d'intrapreneuriat, d'open innovation, tout ça. Et donc qui m'a permis d'avoir vraiment les 2 pieds dans l'innovation pendant 4 ans. Et à la suite de quoi j'ai rejoint Doctolib
il y a maintenant à peu près 2 ans et demi. Ok, très bien. Même s'il n'est pas nécessaire de présenter Doctolib, de part en fait ce qu'on en connaît, hein, voilà, si je suis, parce que moi je suis un client, en tout cas un Un utilisateur utilisateur, de Doctolib, voilà, hein, pour mon médecin, voilà, pour mes spécialistes, et ça me facilite bien la vie d'ailleurs. Est-ce que tu peux quand même nous présenter Doctolib et un peu voilà, cette histoire qui est assez fabuleuse, qui a été bien sûr accélérée par la pandémie, mais qui est aujourd'hui une scale-up avec une croissance et avec qui répond en fait à un besoin qui est très très important sur le domaine de la santé. Ouais, carrément. Alors Doctolib, ça a pas tout à fait 10 ans, en fait, nos 10 ans l'année prochaine. Et la conviction enfin la création de cette boîte, s'organise autour de 2 gros objectifs. Le premier, c'est d'améliorer le quotidien des professionnels de santé, et le deuxième, c'est d'améliorer la santé des patients. Et donc pour cela, donc on a pas mal de produits qu'on a créés depuis presque 10 ans maintenant. Le premier, qui est le plus connu, on va dire, du grand public, c'est la réservation en ligne pour prendre rendez-vous chez un professionnel de santé, chez le kiné, médecin généraliste, radiologue, dentiste, tout ça. Et donc ça a été vraiment notre produit de démarrage. Pour le praticien, ça lui permet de s'organiser dans sa semaine, dans sa journée, planifier son agenda et décider un peu à quel moment il va faire telle ou telle consultation. Et en plus, on va dire, de cet agenda, on a beaucoup de produits, de nouveaux produits qui ont émergé, de la téléconsultation qui a explosé, on va dire, avec la pandémie, pour toujours faciliter cet accès à la santé. Et puis il y en a d'autres. Il y a un logiciel qu'on est en train de créer pour les médecins. Et puis ce n'est que le début on va dire du chemin. Il y a encore plein de choses à Oui. faire pour améliorer à la fois le quotidien des professionnels de santé et la santé des patients. Ok, ok, très bien, très clair. Donc tu l'as dit en préambule, toi tu as pris tes fonctions il y a à peu près un peu plus de 2 ans chez Doctolib. Moi j'aimerais bien qu'on revienne à quand tu as pris tes fonctions, que tu nous donnes peut-être quelques éléments de combien vous étiez, combien vous êtes aujourd'hui, et quels étaient les enjeux prioritaires à ce moment-là. Ça c'est ma première question. Et ma deuxième, c'est voilà, par rapport à ces enjeux prioritaires, quelles ont été tes premières missions, par quoi tu as commencé. Il y avait sûrement un gros chantier et tu t'es dit bon ok, je prends mes outils et où c'est que je commence à bâtir. Quand je suis arrivée chez Doctolib, donc en tant que Learning Program Manager, donc je suis en charge de concevoir et de délivrer l'ensemble des programmes de formation en formation continue pour les Doctolibers. On était à ce moment-là chez Doctolib 1400 personnes. 1400 personnes, avec une culture de la formation assez traditionnelle, je vais dire, où c'était plutôt des formations avec un expert ou un sachant qui délivrait son savoir aux apprenants. Et donc dans cet enjeu où on est quand même déjà nombreux, et en fait c'est que le début de la croissance à ce moment-là qu'on vit, puisqu'aujourd'hui on est 2700, 3000 à la fin de l'année. Cet enjeu de maintenir une culture entrepreneuriale forte au sein de l'organisation, qu'on monte des process, oui, pour accompagner justement cette croissance, mais aussi maintenir cet ADN entrepreneurial, qu'on se bloque pas avec les process et qu'on continue d'innover, d'apprendre et d'aller plus loin au quotidien. Et donc moi, je suis vraiment arrivée chez Doctolib avec cette mission de diffuser, on va dire, cet esprit entrepreneurial. Et c'est ce que j'essaye de faire, on va dire, depuis 2 ans et demi. Donc j'essaye de comprendre déjà quel est l'apprentissage chez Doctolib, comment il est, comment apprennent ce qu'on appelle les Doctolibers, donc les salariés de l'entreprise, et comment je peux les accompagner ou faciliter leur apprentissage tout au long de leur vie chez Docto. Et donc ça prend différents formats. Je crois que je vais en parler un tout petit peu plus tard, mais des produits et des programmes de formation qu'on a chez Doctolib. Quand je dis produits, c'est en tout cas ce qu'on a réussi à packager pour pouvoir le diffuser beaucoup plus rapidement et facilement au sein de l'organisation. Et après, il y a des programmes qui sont un peu plus classiques. Le programme d'onboarding, par exemple, quand on arrive chez Doctolib, pour vraiment
connaître les bases et les fondements de l'entreprise, la culture, tout ça. Et ensuite, des programmes plus spécifiques, par exemple, pour être manager, comment être un manager coach, etc. Ok, alors effectivement, on va rentrer dans le détail, mais je voudrais qu'on revienne sur le pourquoi de ton arrivée chez Doctolib et finalement ta couleur entrepreneuriale que tu as menée des différentes expériences en start-up et accélérateur, notamment chez Numa. Je sais que effectivement quand on a travaillé en start-up, ça nous influence largement sur la culture, sur le mindset, sur les méthodes de travail, sur la façon d'itérer, de travailler sur du test and learn. Voilà, on sait qu'aujourd'hui la plupart des startups utilisent les mêmes méthodes de travail, le même framework. Voilà, sur le Lean Startup notamment, cher à Eric Ries. Mais c'est pas finalement c'est finalement pas très fréquent de voir en fait des personnes sur des responsabilités formation LND qui arrivent de ce milieu-là. Et moi, j'aimerais bien en fait que tu puisses me décortiquer finalement, que tu fasses un dézoom de ta propre méthode de travail, hein, que tu puisses un peu te regarder par-dessus en disant tiens, comment Mathilde travaille au quotidien, que tu puisses finalement nous dire quelle est ta méthode de travail et qu'est-ce que tu as apporté en termes de méthode de travail de ce que tu faisais en incubateur dans ta pratique au niveau du learning chez Doctolib. Ouais. Eh ben, alors la méthode, elle est assez répandue, je pense aujourd'hui. Ça s'appelle le design thinking. Je m'attache beaucoup à cette méthode, qui est assez, on va dire, c'est plutôt du bon sens. Et à la fois, parfois le bon sens, on le perd un peu. C'est une méthode en 4 étapes. Donc la première étape, c'est vraiment de comprendre le besoin, quel est l'enjeu qu'on va résoudre. Donc aller à la rencontre de ses utilisateurs ou de ses apprenants, et c'est complètement la démarche que j'ai eue en arrivant chez Doctolib, et je vais peut-être y revenir un peu après. La deuxième partie, c'est de définir vraiment qu'est-ce qu'on veut adresser comme problématique. Donc une fois qu'on a fait cette phase découverte, on converge vers un point de problématique, et ensuite on réouvre les champs des possibles en créant une solution, une méthode, un process, enfin en ayant cet espace de créativité pour finalement choisir une solution qu'on va délivrer à notre cible. Et donc si je reviens un tout petit peu en amont, qu'est-ce que j'ai fait moi concrètement quand je suis arrivée chez Doctolib? Du coup j'ai essayé de comprendre ce nouvel environnement, on va dire. Et donc, c'est une phase qui peut durer assez longtemps, où tu vas rencontrer les différents salariés de l'entreprise, comprendre comment ils apprennent, quels sont les rituels qu'ils ont mis en place aujourd'hui. Je te le disais un peu plus tôt dans le podcast, on avait traditionnellement chez Doctolib vraiment une formation descendante, avec le sachant qui diffuse son savoir aux apprenants. On avait à ce moment, enfin, quand je suis arrivée chez Doctolib, des Learning Day. Donc, c'est vraiment des journées entières de formation en présentiel avec plusieurs ateliers où tu choisis où est-ce que tu veux aller pour apprendre d'un expert, on va dire. Ça marchait très bien ce format quand on était peu nombreux. À 1700, je me suis vite rendu compte que c'était un petit calvaire logistique et surtout que ça ne convenait plus du tout on va dire, au rythme de travail des salariés. Une journée de formation dans le semestre, c'est presque pas assez. Et en plus, en termes d'investissement logistique, coût, temps, personnes impliquées et retour sur l'investissement, donc participants, qu'est-ce qu'ils retiennent vraiment de ces formations, on n'était pas au bon équilibre, quoi. Donc face à cet enjeu-là, il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé, qui s'appelle le Covid. Où forcément les formations en présentiel descendantes étaient plus possibles en fait. Et donc première étape, ça a été comment un peu révolutionner ce format-là. Et donc premier petit format, ça a été de tout mettre en digital. Donc il y a du coup moins cet aspect logistique derrière la formation, et aussi créer une vraie expérience, une vraie histoire autour de la formation. C'était pas juste des petits ateliers que tu piquais, mais il y avait une vraie cohérence entre les sessions. Et donc, plus tu en faisais, plus tu avais un parcours complet.
et suite à ça, je me suis rendu compte qu'en fait, pour un Doctolibeur, passer des temps très condensés comme ça en formation, c'était quasiment pas possible. Alors, il y avait des contraintes business qui étaient hyper présentes et du coup, c'était difficile pour lui ou pour elle de s'accorder ce temps de formation. De fil en aiguille, ouais, j'ai conçu des mini-expériences, on va dire, sur du plus long terme, mais avec un vrai parcours, quoi. Donc, par exemple, ça va être ce que j'ai créé des Learning Challenge. Donc, c'est un condensé de 4 heures sur un mois, à raison de 1 heure par semaine par mois, sur une thématique en particulier. Ça peut être sur la prise de parole en public, ça peut être sur l'agilité, ça peut être des thématiques différentes, mais où l'apprenant sait que ce mois-ci, c'est concentré sur cette thématique-là et à travers différents formats, à la fois un expert qui fait son retour d'expérience, à la fois du peer sharing, donc partage entre pairs pour comprendre comment font les autres et s'inspirer aussi des autres, des exercices en e-learning et une mise en pratique aussi au quotidien. Ok, donc effectivement, tu me dis beaucoup de choses très intéressantes. Pourquoi et ce que j'en comprends, c'est que par cette méthode de design thinking qui veut être une vraie méthode où on commence, comme tu l'as dit, par l'observation, c'est-à-dire aller écouter, aller finalement regarder son environnement, ce que tu as fait, et ce qui paraît tout bête, hein, de bon sens, mais c'est mieux en le disant et surtout c'est mieux en le faisant. Et on sait que dans divers métiers, pas que dans le learning, on ne prend pas toujours le temps de le faire. Et je pense que ça c'est très important parce que c'est du temps qui est investi et qui est gagné ensuite. Et donc, ce faisant, et tu l'as dit ensuite que cette notion d'observation, puisque moi aussi je suis adepte de ces méthodes de design thinking, elle ne s'arrête jamais. C'est pas parce que tu passes au problème et puis à la solution que tu vas pas arrêter d'observer. Et donc tu l'as fait, hein, tu n'as jamais arrêté d'observer pour te dire, ben on va passer du présentiel au digital learning, parce qu'en plus on a eu la pandémie, très bien, mais du digital learning à des formats encore plus fractionnés et avec des modalités pédagogiques différentes qui viennent convoquer de la connaissance de l'expert, mais du partage de connaissances, mais de la remontée avec du e-learning, peut-être pour ancrer ou pour peut-être mettre en place les bases théoriques, et puis de la mise en pratique qui permet de pouvoir passer de pouvoir mettre en pratique le savoir-faire, donc de pouvoir encore plus se l'approprier. Donc on sent vraiment que dans ce que tu as fait, que tu t'es dit, ok, la journée, le learning day là, je vais le prendre et je vais peut-être le retourner, le redécouper, en faire peut-être de nouvelles formes, et finalement voilà, t'as créé une nouvelle forme autour de l'apprentissage qui n'est plus sur un jour tous les 6 mois, et comme tu l'as dit, ben finalement c'était pas assez, et en même temps ils ont pas le temps, et en même temps ça nous prenait du temps, en découpant et en étant beaucoup plus chirurgical. C'est comme ça que je l'ai un peu interprété. C'est ça, hein? Ouais, c'est complètement ça. Enfin, je dirais même, enfin, pour donner un peu une notion de temporalité dans tout ce parcours-là, ça fait 2 ans et demi hein, que je travaille de cette manière. Les Learning Challenge, donc vraiment, on va dire le premier produit de formation continue, il est apparu en avril de cette année, donc il y a 4 mois. Donc ça m'a pris vraiment 2 ans pour aboutir sur enfin, de tester pendant 2 ans et de ricocher en fait et de faire des itérations pour aboutir à des produits qui sont plus packagés quoi. Ouais. Et qui correspondent plus, en fait, À à la la fois culture. aux attentes, aux Mm. cultures, mais aussi à la disponibilité du business. C'est ce que tu dis C'est ça, aussi. exactement. Et je crois que l'un des gros enjeux de l'ensemble des boîtes, c'est aujourd'hui le sujet de la disponibilité versus le besoin. On a tous besoin Ouais. de monter en compétences, mais on a tous peu de disponibilité. Donc, comment trouver les leviers qui permettent en fait de pouvoir l'ancrer dans la culture et à la Ça, fois de ne pas surcharger les emplois du temps. C'est exactement. Ouais, c'est un peu là, c'est toujours un peu le sujet. Et donc, si aujourd'hui tu devais m'écrire ou me décrire la stratégie learning et development chez Doctolib à date, puisque finalement je vois qu'elle évolue beaucoup, et comment tu pourrais nous la définir concrètement? Alors je dirais elle est très ancrée. Elle est très
elle est très dans le doing en fait, dans le faire, dans l'application. Et d'ailleurs, enfin c'est aussi un des apprentissages que j'ai au fur et à mesure d'itération. L'apprenant, moins il y a de théorie, mieux il apprécie l'expérience, quoi. Et donc de plus en plus la formation chez Doctolib, elle est dans le faire. Elle est qu'est-ce que je mets en pratique demain, qu'est-ce que j'améliore demain. C'est vraiment ce qu'on pousse. Et c'est ouais, je dirais que ça repose essentiellement sur ça. C'est du do, donc du faire, et euh, toujours apprendre. Enfin, c'est quelque chose routinier, quoi. Et comment, alors c'est super intéressant parce que finalement ce que tu me dis c'est que toi, ton focus il est sur le faire, donc euh, il est pas dans je vais mettre des gens dans une salle, je vais mettre des gens dans un e-learning, je vais mettre les gens à écouter un podcast, je vais mettre des gens je sais pas quoi, je vais plutôt leur donner les outils, en tout cas je vais les encourager à faire, à apprendre. Concrètement, ouais. Est-ce que tu as quelques exemples en tête qui montrent en fait le fait que tu pousses ces dynamiques et que ces dynamiques sont surtout reprises par les collaborateurs? En exemple, ce que je peux te donner, c'est j'ai travaillé par exemple sur des modèles de formation et je crois que c'est une des questions qui arrivera plus tard, mais en gros pour guider le mode enfin la manière de comment on va délivrer une formation. À chaque formation, chaque fin de formation, en tout cas qui se fait avec un expert, elle se finit à chaque fois par qu'est-ce que tu vas mettre en place demain. C'est quoi le petit pas que tu vas mettre en place demain et qu'est-ce que tu as retenu. Donc c'est à la fois de l'ancrage dans qu'est-ce que tu as retenu et qu'est-ce que tu vas mettre en place. Donc ça, c'est un premier élément de réponse, c'est que toutes nos expériences de formation, il y a ces deux étapes-là de qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu as appris. Et après, concrètement, ça va être, comment on le mesure plutôt, cette différence justement d'une étape, ça va être le avant-après. Avant une expérience de formation, on va évaluer, on va dire pas le comportement, mais comment fonctionne aujourd'hui le Doctolibber. C'est assez classique finalement dans les formations de mesurer ça. Et après la formation, qu'est-ce qu'il a réussi à mettre en place? Qu'est-ce qu'il a changé dans son habitude? Est-ce qu'il fait plus fréquemment telle chose? Est-ce qu'il le fait différemment? Qu'est-ce qu'il a réussi à appliquer dans son quotidien? Ok. Ouais, donc en fait, par exemple, si on est sur un sujet de management, par exemple de délégation ou de feedback. On prend un sujet de feedback, on se dit en amont en fait d'un parcours de formation, le Doctolibber s'auto-évalue sur une notion de feedback en disant est-ce que j'en fais beaucoup, comment je le fais, beaucoup, pas beaucoup, et comment je le fais, comment c'est perçu, comment moi je me sens. Et à l'issue, vous allez aller reconvoquer finalement son auto-évaluation pour voir un petit peu comment il a évolué dans ses comportements, en disant en fait j'en fais plus, je l'ai fait mieux, je les prépare, on m'en fait plus aussi. Ok. Et ça, c'est super intéressant parce que finalement, ça permet vraiment de lier la formation à la montée en compétences. Parce que tu sais, le sujet du ROI de la formation, c'est un peu le serpent de mer, hein. C'est-à-dire que ça fait 30 ans que tout le monde en parle, que personne n'a trouvé la solution. Mais en tout cas, là, je trouve que vous l'abordez de manière assez concrète, avec finalement un tips qui est assez simple en fin de formation en disant voilà, qu'est-ce que tu as appris et qu'est-ce que tu vas mettre en œuvre, et surtout ce que tu as fait avant sur voilà ton étape ou ton T0 avant la formation, c'était là sur le feedback, ton T1 c'est juste après la formation et ton T2 c'est 3 semaines après, et qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui se passe. Exactement. Et donc là je vais tirer la ficelle. Qu'est-ce que vous faites des gens qui surperforment sur ces sujets-là? Est-ce qu'à un moment donné, est-ce que par rapport en fait aux gens qui peuvent surperformer ou sous-performer, vous avez des attentions particulières? Alors pour le moment, on est vraiment au début, donc je dirais que c'est pas encore je vais trop loin déjà en live. mais l'ambition, c'est que évidemment ces personnes-là, elles soient mises en avant chez Doctolib, et
une des manières de le faire, c'est de les réintégrer presque dans la boucle du learn, enfin de l'apprentissage, c'est-à-dire les faire revenir, enfin que ce soit eux maintenant qui passent, qui soient ambassadeurs et qui soient aussi les diffuseurs en étant en ayant presque cette casquette de moi je l'ai fait, j'ai réussi et du coup maintenant je peux vous en parler. Et j'ai un exemple très concret, on commence quand même un tout petit peu à le faire. Par exemple, on a un sujet sur tout ce qui est efficacité au travail. Et par exemple, on fait pendant les sessions de formation, on fait intervenir plusieurs salariés de Doctolib d'horizons différents, manager pas manager, stratégie pas stratégie, opérationnel, etc. Pour qu'ils soient ambassadeurs de ce qu'ils ont mis en place et qu'ils aient une visibilité chez Doctolib. Donc quelque part, il y a, enfin pour nous, ça nous permet de pas avoir justement cette posture un peu haute de nous on sait, donc on va vous diffuser, mais plutôt d'avoir ce rôle de facilitateur. En fait, ça existe déjà en interne. On vous a rassemblé ceux qui l'ont fait, ceux qui ont changé, pour qu'ils vous partagent comment ils l'ont fait. Ouais, donc en fait, vous convoquez l'apprentissage entre pairs pour Exactement. venir, comment dire, encore plus. C'est plus qu'une histoire de valoriser, c'est presque pour renforcer l'adhésion, parce qu'on sait que la première personne à qui je fais confiance dans une organisation, c'est mon semblable. Ouais, Au exactement. niveau du cercle familial, je vais faire confiance à mes parents avant de faire confiance à mes cousins, mais je vais faire plus confiance à mes cousins qu'à des gens que je ne connais pas. Et c'est pareil dans une organisation. La personne à qui je fais confiance au départ, c'est les pairs. Et donc Exactement. ça permet d'avoir cette confiance, de transmettre cette confiance et de transmettre aussi des expériences qu'ils ont vécues et qui nous permettent en Ouais. fait de passer le pas, quoi, de dire ouais, c'est Et assez possible. proche, ouais, tout à fait, assez proche de leur quotidien, c'est ça. Exactement. Et ça, c'est un apprentissage, tu vois, qu'on a eu, parce que cette formation, on l'a fait depuis un moment. Et à un moment, ceux qui prenaient la parole, c'était essentiellement des personnes de stratégie, de management. Et du coup, il y avait ce côté de je me reconnais pas forcément parce que j'ai pas le même quotidien. Et donc, on avait eu ce retour dans les commentaires à la suite de la formation. C'est très bien, ça paraît hyper bien sur le papier, mais en revanche, c'est pas du tout en lien avec ce que moi je vis dans mon quotidien. Et donc, on a réajusté les personnes qu'on impliquait dans le projet en ayant un panel plus large, du coup, du manager, de la personne en strat, mais aussi de l'opérationnel pour dire que tout est accessible, en fait. Enfin, que c'est accessible, même aux non-managers, et qu'on peut progresser, quoi. Ouais, effectivement. Et là encore, on sent ta patte sur le design thinking ou voilà, itération qui te permet de dire, en fait, on sent qu'il y a de l'apport, qu'il y a du décalage. On va combler le décalage avec des gens qui l'ont vécu et qui vont pouvoir venir corroborer ce décalage et dire oui, mais moi je l'ai appliqué dans telle situation et en fait ça fonctionne. Ok, super clair. Exactement. Je voudrais maintenant qu'on parle de culture d'entreprise parce que je sais que vous avez une culture qui est importante, qui est forte. Et voilà. Et nous, on a une conviction chez nous, c'est que la culture d'entreprise, c'est l'un des piliers des organisations apprenantes. Vous avez une culture qui est forte, qui est distribuée, partagée au sein de Doctolib. Et on sait que c'est ce terreau fertile pour des dynamiques apprenantes. Est-ce que déjà tu peux nous détailler les piliers de votre culture? Ouais. Alors, il y en a 4. Ça s'appelle le scale. Scale pour le S de serve, de service, le C de caring, le A de act et le L de learn. Donc, tu vois, dans nos piliers, il y en a un, c'est le learn, c'est l'apprentissage. Et je crois que ça a été un des... Enfin, c'est la phrase la plus répétée par par notre fondateur et qu'il le dit dès le début quand tu arrives chez Doctolib, c'est que tu as un objectif dans ta journée, c'est d'apprendre trois choses dans ta journée. Et lui, il a cette routine tous les jours, depuis qu'il a, et puis même avant, il a cette question qui se pose tous les jours de qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui. Il faut qu'il arrive au chiffre de 3. 3 choses à apprendre. Donc, en termes d'imprégnation, on a cette chance chez Doctolib que c'est hyper intégré chez Doctolib d'apprendre.
Ouais, alors, comme tu dis, tu vois, quand tu commences à te dire apprendre trois nouvelles choses par jour, euh, c'est déjà un vrai challenge, à mon sens, hein, parce Ouais, qu'effectivement, déjà, ça nous pose la question de qu'est-ce qu'on a appris, donc d'avoir une certaine réflexivité sur notre travail, hein, finalement. Et donc, ça a déjà une vertu, hein, ça a déjà une vertu, ouais, c'est-à-dire avoir la réflexivité sur sa journée en se disant, tiens, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'en retiens. Je pense qu'on est déjà apprenant à titre individuel. Donc, en termes de culture, ça c'est effectivement assez intéressant. Ouais. Et donc ensuite, oui, on voit dans vos piliers culturels qui sont très liés à ce que tu disais en amont, le service acte, c'est-à-dire on sent que il y a du mouvement, on est dans le mouvement, on est dans le fait que il faut avancer et que finalement le L de learning en fait c'est le carburant qui permet de venir travailler sur le service, sur comment en fait on met à l'échelle, comment on met en œuvre, comment voilà. c'est ça. Donc on sent qu'il y a une vraie connivence en fait entre ces piliers de cette culture d'entreprise. Et toi en fait dans ton rôle, comment en fait tu nourris cette culture d'entreprise à ton niveau, puisque finalement on sait que c'est important de l'avoir défini, que ce soit Ouais. partagé, mais il faut que ce soit vécu. Et donc comment toi dans ta fonction de learning tu nourris en fait la culture d'entreprise Sur cette partie-là de Learn sur cette partie-là ou même sur les autres en ou fait, sur sur les deux. les trois autres piliers. Ouais. Alors de plein de manières. La première manière, c'est que donc tous les mois, on a une semaine d'intégration pour tous les nouveaux arrivants. Et lors de cette semaine d'intégration, moi, j'interviens pas long, enfin, j'interviens 1 heure pour présenter justement ce pilier-là, le pilier Learn, comment on apprend chez Doctolib, quels sont les rituels à mettre en place, quelle est aussi la signature de Doctolib concernant l'apprentissage. Je crois que j'en ai pas parlé, mais on a une signature forte, c'est d'apprendre de manière, enfin, d'apprendre 70, 10, 10, 10. 70%, on apprend dans son travail au quotidien et auprès de son manager. 10% de son apprentissage, c'est auprès des utilisateurs. Et 10% de son apprentissage, c'est avec ses pairs. Et les 10 derniers pourcents sont à travers des formations plus formelles. Donc, cette signature, elle est très forte chez Doctolib. C'est que comme ça d'ailleurs qu'on conçoit nos produits de formation, nos programmes et tout. C'est vraiment avec cette base-là. Donc ça, c'est le premier moyen, mon premier moyen, on va dire, de diffusion du Learn chez Doctolib. Alors, je te coupe et je veux entendre la suite, mais il y a le 10% des utilisateurs qui m'intéressent Ouais. largement. Ah Qu'est-ce oui, qui se passe? Qu'est-ce que fait un Doctolibeur, où qu'il soit, pour pouvoir apprendre des utilisateurs? très bonne question. Alors ça, c'est en lien aussi avec le pilier service. Ouais. Un des points clés qu'on a chez Doctolib, c'est en fait, de toujours savoir pourquoi on travaille, pourquoi et pour qui on travaille. Et donc, pour être sûr d'être aligné avec ça, il faut qu'on connaisse les problématiques de nos utilisateurs, il faut qu'on les rencontre, il faut qu'on les questionne. Et donc, il y a plusieurs manières de le faire. La première manière, tous les mois, il y a un professionnel de santé qui vient 1 heure par mois chez Doctolib, donc en France, en Italie et en Allemagne, euh, pour raconter son quotidien. Quels sont ses enjeux, comment il organise son agenda, quels sont les moments où son quotidien est challengeant, qu'est-ce que lui permet de faire Doctolib, quelle est sa vision sur la médecine de demain, plein de questions en fait pour qu'on ait directement son point de vue. Donc ça, c'est en termes d'apprentissage pour un salarié de Doctolib, c'est toujours savoir pour qui on travaille. C'est un premier moyen. Un deuxième moyen, c'est dans mon équipe, on a mis en place des mini-actions que chacun peut faire pour justement apprendre de 70, 10, 10, 10. Et donc, par exemple, une des actions qu'on a mis en place, enfin qu'on propose aux salariés, c'est que au prochain rendez-vous médical qu'ils ont, par exemple, qu'ils demandent à leur médecin ou à leur professionnel de santé euh, est-ce qu'ils utilisent Doctolib, pourquoi ils utilisent Doctolib, qu'est-ce que ça leur apporte, et justement pour toujours en fait ne jamais oublier
le pourquoi on travaille. Et toujours mettre l'utilisateur au centre de l'approche. Ok, et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je me mets à la place, je me mets à la place du CEO, ça veut dire qu'il a quand même 2700 collaborateurs qui lui récoltent. C'est pas finalement le customer service, c'est pas les équipes du customer service qui récoltent le feedback. Mm. C'est les 2700 collaborateurs qui sont impliqués pour continuer d'innover, parce que finalement, les bonnes idées viennent de partout. C'est-à-dire que moi, je travaille aux opérations, je suis développeur, mais par ailleurs, je vais chez un ostéopathe ou un autre type de praticien, et je discute avec lui de ses usages, et peut-être qu'il va me remonter une info, un insight qu'on n'avait jamais entendu par ailleurs, et c'est peut-être un sujet. C'est ça l'idée finalement. À terme, ouais. À terme, c'est complètement ça. On a des équipes qui s'appellent les équipes user research, qui sont justement en charge de à la fois collecter plus profondément les prochains, les besoins et les prochaines opportunités pour Doctolib, mais aussi il y a une partie qui est de rassembler toutes ces informations qu'on peut avoir dans les différentes équipes et aussi avec les contacts qu'on a pour en faire des vrais insights, des vrais éléments qu'on va pouvoir travailler ensuite sur la partie produit, sur la partie business. Ok, donc encore une fois, on revient au sens. C'est pourquoi je Ouais. travaille et donc pourquoi en fait j'ai de l'impact. Ok, super clair. Donc excuse-moi, je t'ai coupé. C'est effectivement sur comment tu nourris la culture d'entreprise. Donc tu nous as parlé du 70-10-10, voilà. Et tu avais peut-être d'autres sujets, donc sur l'onboarding, peut-être sur d'autres items à nous partager. Ouais, alors et ensuite sur la partie un moyen de diffusion, on va dire que c'est au moment de tu démarres chez Doctolib, et les autres moyens, c'est de continuer en fait à aller voir les équipes, à leur montrer qu'est-ce qui se passe aussi en learn chez Doctolib, d'affiner la communication sur les différentes opportunités qu'on a d'apprendre, et de les accompagner en fait au maximum, de faciliter leur apprentissage. Ouais, ce que tu dis, ça paraît là aussi simple, mais on voit que là c'est un peu le parent pauvre des organisations des services learning, c'est la communication, c'est le marketing de la formation, c'est de dire, écoutez, on existe, regardez tout ce qu'on a à votre disposition, dites-nous de quoi vous avez besoin, on peut vous aider. Et finalement, ça, c'est pas forcément un job qui a été fait historiquement dans les services. Et alors que c'est ultra important quand on sait que un salarié sur deux dans l'entreprise s'estime mal informé Ouais. au niveau de la formation. Donc, il y a un travail qui est super important d'aller à la rencontre, d'aller leur parler, d'aller leur dire que ça existe, d'aller leur dire de quoi tu as besoin, d'aller faire ce travail-là et de le faire finalement de manière continue. Ce qui est hyper difficile, hein, parce Ouais, bien en sûr. fait, les salariés sont surchargés en termes d'information. Mm. Et c'est un des enjeux, on l'a pas complètement craqué, hein, pour être honnête, chez Doctolib. C'est comment dans une charge mentale en fait qui est déjà blindée, on peut communiquer sur ces éléments-là de formation, de choses qui existent déjà chez Doctolib. Et une des solutions que nous on a trouvées chez Doctolib, c'est de simplifier au maximum la communication. Et je vais te donner un exemple très concret de comment on a fait chez Doctolib au début, il y a quelques mois encore. Quand on communiquait aux salariés de Doctolib sur les initiatives de formation, c'était un peu chacun son initiative. Donc, par exemple, ceux qui proposaient des formations pour les managers communiquaient pour les managers, ceux qui communiquaient pour les Doctolibers faisaient pareil. Tu pouvais travailler sur un sujet de diversité et ton collègue sur un sujet de feedback. C'était deux communications qui partaient quoi. Et donc ça crée encore plus de bruit. Et là, on est Oui. dans un vrai travail de simplifier pour que tout soit au même endroit et que ça crée plus de confusion. Tu vois, Mm-hmm. c'est presque le rendez-vous du salarié avec sa formation. Il sait que tel jour le mois, il a une communication sur la formation du mois d'après, sur le trimestre, sur les prochains mois. Ouais, c'est une manière d'éditorialiser aussi la formation Exactement. en valorisant en fait divers programmes, divers parcours, mais en ayant effectivement une communication unifiée qui permet en fait de sortir
du bruit et du claquement du Slack ou du Teams et du nouveau mail Exactement. qui arrive. Ok, très clair, très concret hein, sur ce que l'on vit tous, ce que vit dans toutes les entreprises sur la surcharge informationnelle et comment en fait on se retrouve, comment en fait le service formation peut face à cette surcharge tirer son épingle du jeu. Voilà, Ouais. ça c'est un des éléments. Il y a des éléments autour de la créativité aussi qu'on peut avoir, mais c'est effectivement un des éléments. Sur cette partie culture entreprise, effectivement, qui m'intéresse fortement, même au-delà de ton apport, de l'apport de la partie learning et développement, on sait que là, elle doit être incarnée pour être vivante, pour être diffusée, pour irriguer chaque Doctolibeur au quotidien, parce que comme elle est vivante, eh bien, il faut la nourrir, L'entretenir. l'entretenir, il faut souffler sur les braises pour que le feu, pour que ce feu continue. Quels sont finalement les garants et les facilitateurs en termes de personnes, d'outils, de routines, de cette transmission culturelle chez Doctolib? Hyper intéressant comme question, Cyril. Alors, il y en a plusieurs. En personne, chez Doctolib, on a... donc, enfin, ça a été un des constats que j'ai eu en arrivant chez Doctolib, c'est la formation était très décentralisée. Donc, tu pouvais avoir de la formation dans toutes les équipes. Je pense notamment aux équipes sales sur l'approche de vente. C'était les équipes sales qui s'en chargeaient. Enfin, c'est toujours eux d'ailleurs. Sur la partie produit, il y avait des formations produits. Enfin, c'était très diffus au sein de l'organisation. Quand ils ont créé l'équipe dans laquelle je suis, qui s'appelle l'équipe People Development, c'était cette envie de recentraliser un petit peu la formation et de professionnaliser la formation. Donc c'est ce qui s'est passé. Et en fait, aujourd'hui, il y a un peu deux rythmes. Tu as le rythme décentralisé qui est proche terrain, vraiment sur la partie compétences de job que tu vas avoir besoin dans ton job au quotidien. Et après, il y a cette partie globale qui est plutôt gérée par nous de formation plus transverse. Et je dirais que les deux s'enrichissent, quoi. Et permettre cette dynamique, parce que quelque part, quand tu as deux mouvements, tu as toujours du mouvement. Tu en as toujours un qui va aller bousculer l'autre. Et je dirais que ça fait partie aussi de comment enrichir cette culture et la nourrir, c'est d'avoir ces deux rythmes-là. Et puis après, la formation, c'est un peu sans fin, quoi. C'est un peu notre avantage. Et tout l'enjeu, c'est de trouver un moment ne jamais se lasser de son format et donc de pouvoir innover pour garder ce rythme, pour garder aussi le plaisir des apprenants de découvrir une nouvelle formation, un nouveau format, quelque chose de neuf, quoi. C'est assez singulier ce que tu racontes, peut-être que tu t'en rends peut-être moins compte, mais vous êtes passé d'un modèle décentralisé à un modèle où en fait plus hybride. Ouais. Finalement vous gardez la décentralisation mais vous la pilotez finalement vous allez centraliser, professionnaliser les outils afin que ça se diffuse convenablement dans l'entreprise, alors que la plupart des entreprises passent d'un modèle centralisé où en fait on va dire, je caricature souvent comme ça et je le fais à dessein, c'est le service formation, ce qui n'était pas encore un service learning et développement ou people développement, était un distributeur de l'offre de formation, à passer à un service de facilitateur des apprentissages où en fait voilà, on change de posture, on change de terrain de jeu parce que finalement le terrain de jeu c'est l'ensemble d'entreprises sur lesquelles je vais aller faciliter les apprentissages et je vais pouvoir décentraliser. Et peut-être vous en fait vous avez peut-être eu un peu de mal à recentraliser, mais vu qu'il y avait déjà cette décentralisation, vous avez plutôt outillé la décentralisation, alors que dans l'autre sens, je peux te dire que c'est dur, c'est super dur parce que même si tu te dis ok, faut que je change ma posture, faut que j'arrête d'être au centre du jeu et juste à distribuer une offre, plutôt en fait à donner des outils pour que les équipes, pour que tout le monde puisse se nourrir, qu'il y ait une transmission très très forte de compétences, de savoir-faire dans les équipes. Ça demande un changement d'état d'esprit qui est déjà majeur, une évolution des compétences, une évolution stratégique qui est majeure, tu vois. Donc je pense que sur ce point-là, voilà, il y a en tout cas des bons enseignements à aller chercher sur ce que vous faites.
et sur comment ça s'est, parce que finalement ça s'est fait de manière organique, le fait que le produit s'occupait de sa propre formation, les sales s'occupaient Exactement. ça s'est fait de manière organique, avant même qu'il y ait une équipe learning qui soit totalement structurée. Donc je pense que c'est un très très bon enseignement de votre part, parce que l'inverse est possible, et nous on tend vers ça pour les organisations qu'on accompagne. Mais c'est dur, c'est clairement voilà, c'est Ouais. un vrai changement de cap. Oui, et puis c'est des ressources. Mine de rien, le fait de décentraliser, ça veut dire plus de ressources. En revanche, ça veut dire aussi plus d'impact. Parce que et on le voit, tu vois, on a des vrais relais de communication qu'on appelle les learning leads. Donc c'est des personnes qui ont vraiment ce rôle dans les départements, à la fois de gérer les formations, on va dire business, et les formations globales de les relayer. Donc ils ont ces deux facettes, et c'est des vraies ressources en termes de temps homme et de ouais, Ouais, de support, ouais. support de stratégie, de support de diffusion. Et voilà. Et ça, encore une fois, on va finir sur ça, mais tu nous as partagé un certain nombre de points qui te paraissent évidents, et qui peuvent paraître assez simples ou bêtes comme chou, hein, pardon l'expression. Mais typiquement, un learning lead dans les équipes, c'est un niveau de décentralisation. C'est déjà un tips de décentralisation en disant mettez des points, un point focal dans les équipes, qui est pas forcément, si je prends d'autres organisations, un HRBP, hein, qui est pas forcément un RH, qui est un opérationnel lambda, hein, qui peut être, voilà, et qui finalement vous sert en fait de relais pour pouvoir diffuser la bonne parole. Ok, super clair. Et de même, de l'autre côté, pour nous, c'est aussi nos antennes terrain. Tu vois, quand on a besoin d'avoir un retour spécifique, ou de savoir par exemple quel va être le calendrier 2023, je le sors pas de mon chapeau, tu vois, je le sors parce que je vais rencontrer justement ces référents qui vont me donner leurs intuitions, comment ils ont senti les équipes, c'est quoi les priorités, où est-ce qu'il y a besoin de monter en compétences, et qui va définir le calendrier de l'année prochaine. Ouais. Oui, et donc la décentralisation, c'est surtout pas en fait une perte de comment dire, de contrôle, ou en tout cas une perte de compétences. C'est plutôt une connexion qui est encore plus forte avec le terrain, qui permet en fait de diffuser de part et d'autre entre vos services et le terrain les bonnes infos, en fait, de s'adapter en temps réel, quoi. C'est un peu l'idée. C'est ça. Exactement. Ok, super. Bon, écoute, merci beaucoup Mathilde, parce que voilà, je trouve que en tout cas, le partage que tu nous as fait montre que voilà, dans une scale-up en croissance, ben voilà, vous avez des challenges comme d'autres. Vous avez des challenges qui vous sont spécifiques, hein, liés notamment à votre croissance. Vous avez des challenges comme d'autres. Tu es arrivé sur un environnement à la fois, tu disais, avec beaucoup de traditionnel et de décentralisation, sur lesquels tu es venu avec l'équipe People Development apporter des briques, tester, itérer. Et je pense que ça peut être une source d'inspiration, et ça peut donner des idées à d'autres. Donc merci beaucoup pour ton partage. Avec grand plaisir. Attendez, ne partez pas si vite. Vous avez aimé cet épisode ? Dites-nous-le en laissant un commentaire, en le partageant auprès de vos collègues ou sur les réseaux sociaux, et en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela nous aide vraiment à faire connaître le podcast et nous motive à produire de nouveaux épisodes. L'entreprise apprenante vous a été présentée par nous. Nous est une entreprise dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Retrouvez-nous sur nous.co, nous.co. À très bientôt sur l'entreprise apprenante.